Oui, merci Océane. Effectivement, alors l'incident de parcours ou l'accident de parcours, c'est simplement que j'ai fait d'abord, j'ai créé une première entreprise avant de créer Visage d'en face. Et cette première expérience qui s'est soldée par un gros échec m'a servi par la suite. Donc simplement pour préciser par rapport à l'incident de parcours majeur, pour ce qui est de Visage d'en face, la façon dont cette approche est née, il y a un déclencheur qui est en 2015, 2 événements qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais d'une part, le plan de licenciement économique que met en place le groupe dans lequel je travaille à l'époque et d'autre part, les attentats en France début et fin 2015. Et pour moi, face à ça, ça m'est devenu, juste insupportable de rester simple spectatrice et j'ai senti que ce qui allait m'aider, face à une certaine anxiété, c'était d'agir. Donc, j'ai eu l'idée de reprendre le dessin parce que j'avais fait une école d'arts appliqués il y a longtemps maintenant. Reprendre le dessin pour aller vers l'autre, pour le rencontrer, le dessiner, le raconter et exposer son portrait, avec son accord bien sûr, exposer son portrait avec d'autres dans un espace public ou dans des lieux de travail, et créer, de cette manière-là, des espaces de rencontre et de dialogue. Et comment t'es venue cette idée du dessin justement pour faire le lien entre les gens? Le dessin est un très beau prétexte pour rencontrer les gens. Il y a quelque chose qui est, plus doux, que la photo. Vous pouvez faire participer plus facilement des personnes qui se sentiront moins exposées avec le dessin et c'est vraiment une façon de poser un regard sur l'autre. On prend le temps de dessiner quelqu'un. Donc on prend le temps, en fait, de l'écouter et de comprendre comment cette personne acceptera la façon dont on va la dessiner. Ce que je pouvais vous dire aussi par rapport à la façon dont est née cette approche, ce qui a fait que j'ai créé Visage d'en face, c'est que je ressentais, j'avais un profond questionnement depuis un moment également, sur le sens de mon travail. Mes missions se passaient bien, les clients étaient contents, simplement j'avais l'impression de tourner un peu à vide. Et Visage d'en face a été une façon pour moi de remettre, du sens, à côté de mon activité principale, de nourrir ma créativité et mon besoin aussi d'échanges profonds avec les autres sur ce qu'on vit réellement dans nos parcours de vie et dans nos parcours professionnels. Mmh. Je pense que beaucoup de gens, se reconnaîtront dans ton parcours et on dit aussi que celui d'indépendant est quand même, souvent des montagnes russes émotionnelles et donc justement pour toi, quel a été le moment le plus difficile en tant que freelance et qu'est-ce qui t'a fait tenir? Les moments difficiles, plutôt qu'un moment difficile, je dirais. Par exemple, dans les débuts de l'activité, quand vous allez chercher des clients, en tout cas moi, quand je me suis retrouvée face à certains prospects, j'ai réalisé que j'avais créé quelque chose qui n'existait pas ailleurs, que donc les gens ne connaissaient pas et qu'ils avaient du mal à comprendre. Alors c'est aussi parce que parfois j'avais du mal à le présenter. N'empêche que j'ai entendu, des retours comme, «Madame Boulanger, on a l'impression que vous faites plaisir avec cette approche». Donc j'avais vraiment le sentiment de ne pas être prise au sérieux ou alors, carrément une personne qui me dit un jour, «Je trouve ça un peu fumeux en fait ce que vous faites», voilà. Donc au moins on me l'a dit, mais il fallait quand même l'entendre. Donc ça d'une part, les refus des débuts et puis quand l'activité était lancée, c'est quand même arrivé que, 3 de mes clients les plus importants, annulent des projets en cascade et à ce moment-là, la question pour moi, c'était pas tant le sujet financier que, de me dire: «Mais au fond, est-ce que j'ai raison de faire ce métier?» Ça peut vraiment provoquer une remise en question, très, très forte et la Et façon de justement, ouais, comment tu es parvenue à garder, ce cap et te maintenir dans l'activité, de freelance? Parce que j'imagine que tu avais trouvé un sens profond, mais justement par rapport à ces difficultés-là, qu'est-ce qui t'a fait tenir bon dans la direction? comment j'ai tenu par rapport à ces périodes de refus, ou de contrats qui étaient annulés en cascade. La façon dont j'ai tenu par rapport à ça, c'est d'une part le fait, d'avoir une conviction profonde de l'utilité de ce que je faisais, puisque j'avais déjà fait plusieurs expériences concrètes de l'impact de mon travail sur les autres. Une 2e chose, c'est que j'ai fait appel à quelqu'un pour, m'aider dans ma communication. J'avais besoin d'un regard extérieur pour mieux présenter ce que je faisais et donc mieux le faire comprendre aux personnes qui ne connaissaient pas ma démarche. Une,
Il y avait aussi le fait aussi, quand j'avais des refus, de faire en sorte que ça ait au moins un intérêt, en cherchant à comprendre pourquoi telle ou telle proposition n'avait pas été retenue et donc pouvoir améliorer mon offre à partir de ça. Donc par rapport à l'épuisement aussi, le fait qu'à un moment, j'acceptais, tout et n'importe quoi, des délais impossibles, des budgets, ridicules et je me suis retrouvée à faire un travail qui était bâclé et avec des clients qui n'étaient pas contents. Donc j'ai réalisé que la qualité de mon travail passait aussi par le respect de mes conditions de travail. De poser des limites. Voilà, exactement. Donc ça, à partir de là, j'ai quand même appris davantage à dire non. Ça peut paraître facile à dire comme ça, mais il y a différentes manières de dire non. Et dire non, ça n'est pas forcément perdre un client. Par rapport à cette histoire d'épuisement aussi, me mettre en sous-traitance pour certains contrats. Ne pas être la personne qui est en première ligne pour aller chercher des clients. Et donc, j'ai mis en place des collaborations où je participe à la relation client, mais je ne suis pas celle qui va être dans la recherche de clients. Et donc, je suis en sous-traitance et ça me fait ça me permet d'économiser pas mal d'énergie. De respirer. Exactement. Pour revenir à l'échec, on dit souvent que c'est un terreau fertile pour la créativité. Est-ce que toi, justement, dans ces moments de doute, de creux, est-ce que ça t'a permis de construire une offre plus juste, plus sincère peut-être vis-à-vis de toi et de tes clients? Je nuancerais déjà l'histoire du terreau fertile pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être, pour certaines d'entre elles, se sentiraient un peu le coup jusque-là, dans une situation qu'elles trouvent difficile de manière plus ou moins objective, mais ça peut être parfois une terre brûlée aussi. Alors j'aime bien, par exemple, penser déjà, parce qu'il y a une façon de voir les choses, il y a des situations objectives qui sont très très dures, plus dures que d'autres. Et puis il y a aussi notre façon de voir. J'aime bien penser à l'image, par exemple, du volcan et de la lave, qui est en fait à la fois destructrice, mais qui est pleine de nutriments et qui devient vraiment un terrain aussi extrêmement fertile. J'aime bien penser aussi, alors il faut se souvenir, je pense que c'est important d'avoir en tête cette histoire de biais de négativité. C'est un biais cognitif qui explique pourquoi les événements négatifs ont pourquoi les événements négatifs ont souvent plus d'impact sur notre état psychologique que les événements positifs à proportion égale. Et puis, pour reprendre ton image du terreau fertile, pour ceux qui aiment bien le jardinage, j'aime avoir en tête aussi le fait que même le bois mort sert à quelque chose. Le bois mort est aussi un lieu de vie, devient aussi un lieu de vie pour une vie nouvelle. Donc voilà, avoir ces images en tête dans les moments difficiles, ça m'a aidé aussi à prendre conscience que mon regard quand même pouvait aussi avoir une influence sur ma façon de reprendre des forces pour effectivement en faire un terreau fertile et pour ma créativité. Et est-ce que c'est à ce moment-là, par exemple, que tu as pu avancer sur la définition de ton offre ou faire des changements parce que tu avais un autre angle de vue et que ça t'a permis d'ouvrir les yeux sur certains aspects et te dire « Ah tiens, finalement, ça, il faut que je le présente plutôt comme ça parce que ça n'a pas marché. » Et finalement, c'est là qu'on vient à l'image de la créativité dans les moments de doute. Ça permet aussi de recentrer les choses. C'est clair que les moments de questionnement oblige à revoir la raison pour laquelle, en tout cas moi, ça m'a obligée à revoir pourquoi je fais ce que je fais, en quoi je crois vraiment, et à réfléchir à ce qui me donnait envie en fait de me lever le matin et de faire ce que je fais. Parce que quand vous êtes à votre compte, si vous ne savez pas clairement pourquoi vous vous êtes embarqué dans cette aventure, ça peut être très compliqué. C'est aussi en fait, c'est une autre façon de parler de la congruence. C'est un mot que je ne trouve pas très joli, mais qui parle de cet ajustement entre nos pensées, nos ressentis, nos paroles et nos actes. Et c'est vrai que j'ai pris conscience que l'authenticité était notre différenciation la plus puissante, en fait. Et mes clients, au fur et à mesure que j'ai affiné mon offre vraiment en lien avec ce que je crois profondément, mes clients, au fond, me font davantage confiance et font appel à moi de toute façon par rapport au regard unique que j'ai, qui est vraiment forgé à partir de mes expériences, y compris les expériences difficiles. Ouais, finalement, j'ai l'impression que tu es quand même dans une recherche aussi de révéler des vérités
Et la vérité, ça me fait penser aussi à la vulnérabilité. Donc, est-ce que toi, tu penses qu'en tant que freelance indépendant, déjà dans ce monde-là, est-ce qu'il y a assez de place pour la vulnérabilité? Et si on va encore plus loin, à quoi ressemblerait un écosystème justement qui est plus résilient et, comme tu dis, en congruence pour les indépendants? De quelle vulnérabilité parlons-nous? Parce que lorsqu'on est salarié, on est aussi dans des situations de vulnérabilité. On peut être exposé à d'autres problèmes que n'ont pas les freelances. Mais effectivement, pour les freelances, on peut avoir des situations qui sont, par exemple, la difficulté à faire comprendre et à valoriser et à rémunérer, à se faire rémunérer également pour toute la partie invisible de notre travail. Je pense qu'il y a encore un gros travail, un gros travail à faire sur la L'éducation des valorisation de clients. l'éducation des clients, exactement. Et d'ailleurs, on pourra parler aussi de manager le client. Ça, c'est un conseil que m'avait donné un ancien manager. Pour ce qui est de valoriser le travail invisible, bien faire comprendre que ce que l'on apporte ne consiste pas simplement à réaliser des livrables. On a aussi un rôle de conseil, de savoir apporter un autre regard, permettre à des clients de faire un pas de côté, poser les bonnes questions. Et toute cette partie-là, y compris aussi le processus créatif, en fait. C'est moins visible et ça, il faut vraiment savoir aussi l'expliquer, le réexpliquer souvent et le valoriser. Et on parlait, donc j'évoquais le fait de savoir aussi manager le client pour ce qui est de se préserver d'une certaine vulnérabilité. Il y a des tas de petites choses auxquelles on pense plus ou moins. C'est par exemple quand un client vous demande quelque chose dès que possible, à faire dès que possible, évitez la tentation, en voulant bien faire, de proposer un délai. Oui, je vous le fais pour après-demain. Ou souvent, les clients, laissez-les venir. En fait, je pense que c'est important de les laisser venir sur l'échéance, la date. En tout cas, la faire préciser, parce que quand on a une réponse qui est dès que possible, pour s'organiser, on se met une pression inutile, en fait, sans savoir pas exactement. suranticiper finalement non plus le besoin du client. Exactement. Donc vraiment, laisser parler le client, d'une manière générale, de toute façon, c'est une très bonne chose d'écouter le client, d'une part, mais surtout, voilà, le laisser préciser lui-même ses souhaits en termes de délai. Et puis alors, une chose qu'on fait peut-être presque tous, mais peut-être que certains d'entre nous qui nous écoutent ne le font pas encore, et c'est quand même une autre façon de manager le client, de ne pas envoyer de mails après 19h, de les programmer pour qu'ils partent le lendemain à partir de 8h30, disons, mais que le client n'ait pas cette impression qu'on peut travailler jusqu'à 23h pour lui ou 1h du matin. Ça, c'est notre tambouille interne et ça nous donne la liberté. C'est une autre façon de poser des limites en toute courtoisie vis-à-vis des clients, de manière implicite. Ça me fait rire parce que c'est quand même, je trouve, un secret de polichinelle, cette histoire de programmer des emails. Mais pour autant, ça permet de respecter le cadre et je trouve ça très bien qu'on en parle. Oui, bien sûr. Toutes les petites astuces sont bonnes à prendre. Il ne faut pas négliger tous les détails et qui sont également le fait de ne pas oublier. Moi, j'ai des tas de petites astuces qui m'ont aidé aussi à tenir dans des périodes difficiles. C'est le fait de personne ne vous regarde, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait. C'est à un moment, quand vous sentez que la pression monte et que le stress devient trop fort, c'est se mettre à danser 5 minutes sur FIP, ou prendre un livre, mais une lecture assez facile et assez prenante. Il paraît que 6 minutes de lecture par jour, il y a des études qui ont été faites là-dessus, permettent de faire descendre le stress bien plus efficacement que toute autre action qu'on pourrait imaginer. Il y a beaucoup aussi d'exercices de respiration, par exemple. Oui, bien sûr, des exercices de respiration, effectivement. Et donc, si on revient à notre écosystème résilient pour les indépendants, est-ce que tu as envie de projeter un monde pour toi qui serait plus juste pour les indépendants par rapport à tout ça? Parfois, je me suis demandé s'il n'existait pas un genre d'application, peut-être qu'elle existe,
Mais un genre de, comment ça s'appelle déjà? Comme ces systèmes de rencontres en ligne pour les des rencontres amoureuses, ça s'appelle. C'est une, Tinder, ah oui, c'est ça, voilà, donc il y a une application qui s'appelle Happen, je crois, oui. et qui permet aux personnes, si je ne me trompe pas, de géolocaliser leurs rencontres, potentielles avec des affinités et cetera, et peut-être, sinon il faudrait la créer, heu, que cette application existe, en tout cas, de permettre à des indépendants de se rencontrer facilement, pour pallier à ce manque d'occasions de rencontres informelles que représente, par exemple, la machine à café, pour les salariés, et donc de pouvoir, moi, je rêverais en tout cas d'avoir un outil qui me permette d'identifier, dans mon environnement géographique, assez proche, d'autres indépendants qui ont peut-être signalé tel ou tel sujet qu'ils aimeraient aborder, et qu'on puisse se retrouver, pourquoi pas, en rez-de-chaussée d'une entreprise qui ouvre son hall d'accueil, à tels horaires et à telles conditions, et dans lequel on pourrait, se retrouver et échanger d'ailleurs éventuellement avec des salariés de cette entreprise, parce que ça pourrait être un enrichissement mutuel entre indépendants et salariés. Et ça permettrait aussi de sortir, des indépendants qui éprouvent souvent le sentiment d'isolement. L'isolement chez les indépendants, c'est quand même la première chose à laquelle on pense. Déjà, le terme en lui-même parle d'isolement. Et toi, justement, comment tu gères cet aspect d'isolement que tu ressens peut-être et comment tu vis avec? Alors ça, effectivement, j'ai dû, d'abord, demander à d'autres, indépendants comment ils faisaient eux-mêmes. Donc, je n'ai pas inventé les choses, j'ai vraiment pris conseil auprès d'autres personnes, j'ai demandé de l'aide. Savoir demander de l'aide, ça, c'est aussi très important, savoir poser la bonne question à la bonne personne. Et ce que j'ai entendu un jour, donc c'est quelque chose que je vous transmets, qu'on m'avait déjà conseillé de faire et que je trouve, très, très juste, c'est de, construire son conseil d'administration officieux, en fait. Et donc au fil des années, ça c'est l'avantage d'avoir une bonne trentaine d'années d'expérience, j'ai gardé contact avec, un ancien professeur, ou alors, quand j'ai créé, mon entreprise, j'ai rencontré un coach qui est devenu un ami et que je peux aussi appeler, quand j'ai des questions. Je fais en sorte de saupoudrer sur différentes personnes aussi, de ne pas solliciter toujours la même, et puis de les chouchouter aussi, de savoir au minimum les remercier quand il y a des bonnes nouvelles, pas les contacter uniquement quand ça va pas, savoir vraiment leur manifester ma gratitude de différentes manières. Super, merci pour ce conseil. Et justement, ça m'amène à une question sur potentiellement un kit de survie émotionnelle pour l'indépendant, le freelance, qui traverse une période compliquée et qui doit rebondir après l'échec. Donc, est-ce que toi, tu aurais 3 outils ou des rituels assez concrets que tu pourrais recommander à des freelances qui se sentent en difficulté, qui se sentent peut-être isolés et qui sont dans le creux de la vague finalement? Donc il ne s'agit pas de nier la difficulté, mais effectivement de partager, quelques tips qui permettent de mieux encaisser ces moments-là. Donc là, on est plutôt dans le côté, émotion très difficile. Donc chacun prendra ce qu'il a envie de prendre dans ce que je propose, parce qu'il y a des choses qui peuvent paraître évidentes, sauf que c'est intéressant de les rappeler dans les moments, pour ces moments où, quand on est dans une émotion, négative, difficile, le cerveau ne fonctionne pas aussi bien. Donc c'est bien d'avoir cette petite liste, effectivement. Je te remercie, Océane. Et d'une part, moi, ce qui, en tout cas, me réussit, c'est de ne pas oublier dès le matin d'être en mouvement, d'aller marcher, avant toute chose, de faire, ne serait-ce qu'un tour de pâté de maison si la journée s'annonce un peu chargée et que je n'ai pas le temps, mais vraiment de commencer le matin par marcher. Le cerveau, avance en fait, on n'est pas en train de tourner en rond, Mmh. et d'autre part, d'éviter, même si LinkedIn est un réseau précieux, en tout cas pour ma part, pour me faire des contacts et pour trouver des contrats, c'est un réseau parfois qu'il est bon de laisser un peu de côté, s'en éloigner parce que, sur ce réseau-là, souvent on a l'impression que pour tout le monde ça se passe très bien. Et ça peut être un peu difficile, dans ces périodes-là de se retrouver face à que des bonnes nouvelles, même si on est content pour les autres, mais ça peut amplifier ce sentiment de mal-être dans lequel on peut se trouver parfois. Et en alternative de ça, une alternative, c'est de faire une veille, technique par rapport à son travail, par exemple. Donc on ne s'arrête pas, mais simplement on aborde les choses différemment et ne pas forcément être trop régulièrement sur LinkedIn quand ça ne va pas très fort. D'autre part, chaque jour, une micro-action pour son business, même la plus ridicule.
Donc, de relancer un client à qui on sait pas, qu'on n'a pas contacté depuis longtemps, de mettre, alors peut-être mettre une ligne à jour sur son profil LinkedIn, de trier ses dossiers, différentes choses, mais vraiment même minimes, mais qui donnent au moins le sentiment d'avoir un peu avancé. Qui donne une petite satisfaction. Oui, c'est ça. Et pourquoi ça marche? C'est parce que l'inaction, comme je le disais tout à l'heure, l'inaction nourrit l'anxiété. Et une troisième chose, le soir. Alors moi, quand on m'avait, j'ai lu ça quelque part en tout cas, et finalement je me le suis appliqué et je trouve que ça fonctionne. Ça me paraissait un peu ésotérique, un peu gentil, mais je trouve que ça fonctionne bien. C'est un détail parmi d'autres, mais qui fonctionne bien. C'est d'écrire, d'avoir à côté de son lit un carnet, une feuille, un stylo, pour écrire les 3 bonnes choses qui se sont passées dans la journée, qu'on a faites surtout, qu'on a quand même malgré tout réussi à faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait concrètement aujourd'hui? Et puis peut-être un contact professionnel, même s'il semble pas forcément, même si ça n'est pas forcément le contact extraordinaire, mais est-ce que voilà, noter aussi un contact que j'ai pris, et puis une compétence que j'ai utilisée ou que j'ai développée. Donc, noter ça, ces choses qu'on écrit sur ce qu'on a quand même réussi à faire dans la journée malgré tout, c'est une façon de combattre l'impression qu'on n'a rien fait. C'est vrai. Donc c'est le petit carnet de réussite finalement. Exactement. Et le fait d'écrire et de pas simplement garder les choses dans sa tête aussi, ça permet d'y revenir et de se dire, au bout d'une semaine, à force d'avoir noté tout ça, malgré tout, on avance et petit à petit, ça contribue à ressortir la tête de l'eau. Puis d'avoir un historique de tout ça au bout d'un moment qui permet de voir l'avancement malgré le fameux creux de la vague. Oui, exactement. Et puis de le partager avec d'autres. C'est encore plus stimulant aussi quand on arrive petit à petit à redresser une situation dans laquelle on se trouvait, de pouvoir après partager ses expériences comme je le fais aujourd'hui, par exemple, avec vous. Merci beaucoup Christine pour tes conseils et ton témoignage. Dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, peut-être un site web? Merci, effectivement. Donc, c'est visagedenface.com, tout simplement. Si vous tapez visage d'en face dans Google, il y a un seul visage d'en face, donc vous le trouverez tout de suite. Et sinon, c'est sur LinkedIn principalement qu'on peut me trouver, sous Christine Boulanger, au besoin visage en face, parce qu'il y a beaucoup de Christine Boulanger, et éventuellement Instagram, Facebook. Ok, super. Merci Christine. Merci Océane.